Bonjour à tous. Après une pause de quelques mois, Scientori est de retour. Et je vous propose aujourd'hui un épisode consacré à la première tentative de mesure de la vitesse de la lumière. Et rendez-vous en live sur Twitch le soir de la diffusion de cette vidéo à partir de 21 h pour venir en discuter. Pour mesurer la vitesse de la lumière, il faut déjà se dire que cette vitesse existe bel et bien et qu'elle est finie. Et ça, ce n'est pas quelque chose de logique au premier abord. Chez les Grecs, deux camps se dessinent. Pour Empédocle, la lumière est quelque chose en mouvement et doit posséder une vitesse finie. Cette idée est soutenue par Euclide et Ptolémée qui avancent l'hypothèse que la lumière est émise par l'œil. Cependant, Héron d'Alexandrie souligne que si tel était le cas, cette vitesse devrait être infinie, afin que les étoiles puissent apparaître à l'instant où nous ouvrons les yeux. Dans l'autre camp, l'incontournable Aristote, qui considère que la lumière est présente. C'est une propriété immobile qui n'a pas besoin de se déplacer. Et cette idée va perdurer chez les penseurs méditerranéens jusqu'au milieu du Moyen Âge. Chez les Arabes au XIe siècle, Al-Hazem et Al-Biruni émettent l'idée que la lumière est faite d'une matière imperceptible, se déplaçant à une vitesse finie, mais plus rapidement que le son, étant donné qu'on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. En Occident, c'est Roger Bacon qui défend cette idée au XIIIe siècle, mais sans preuve, difficile de renverser le dogme aristotélicien. Les Arabes initient le basculement d'un raisonnement plutôt qualitatif à un raisonnement plus quantitatif. On ne se contente plus de réflexions philosophiques sur le monde observé, mais on cherche à mesurer précisément des phénomènes et à tester des hypothèses afin d'en déduire des propriétés. Un basculement qui se concrétise à la Renaissance et dans notre cas avec les premières lois d'optique. À la fin du XVIe siècle, les lois de Snell permettent de calculer les angles de réflexion et de réfraction de la lumière lorsqu'elle traverse différents matériaux transparents. Reprises par Descartes, ces lois lui permettent d'affirmer que plus un milieu est dense, plus la lumière se déplace rapidement. Un peu comme le son. Mais Descartes affirme, comme Kepler, que bizarrement, la lumière aurait une vitesse infinie dans l'espace. Mais là où Kepler affirme que c'est parce que l'espace est vide et sans obstacle, Descartes le considère rempli d'éther luminifère, matière dense, dans lequel l'onde de pression lumineuse se déplace. Ah, l'éther. Encore une belle histoire à raconter un jour. À l'opposé, Fermat utilise ces mêmes lois pour en déduire que plus la matière est dense, plus la lumière est lente. Et il en conclut que la lumière a une vitesse finie. Alors, c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas essayé de la calculer. En 1638, Galilée tente la première mesure concrète en faisant ouvrir une lanterne à un instant précis et en l'observant à distance. Et il ne peut conclure, à part que la vitesse de la lumière doit être extraordinairement grande. L'Académie de Florence retente l'expérience 30 ans plus tard, avec une distance d'à peu près 1,5 km entre deux lanternes. Sans résultat. En effet, le temps aller-retour était de 11 microsecondes. Bien moins que la durée réflexe nécessaire pour ouvrir la deuxième lanterne, ou même stopper une horloge. Sans parler de la précision de n'importe quel instrument de l'époque. Cette méthode est donc inutilisable en l'état, et il faut donc trouver une autre idée. Mais c'est un tout autre problème qui va en être le déclencheur. Les grandes découvertes du XVIe siècle soulignent la nécessité de pouvoir déterminer facilement la longitude. Alors qu'auparavant la navigation méditerranéenne ou le cabotage le long des côtes ne nécessitait qu'un repérage nord-sud grâce aux étoiles ainsi que de bonnes connaissances des côtes, la navigation océanique, hors de vue de la moindre falaise, nécessite de pouvoir se positionner selon un axe est-ouest. En 1598, Philippe III d'Espagne offre un prix à qui trouvera une méthode fiable, idée qui sera reprise par le Parlement britannique en 1714 avec le Longitude Act, et qui aboutira à la mise au point du chronomètre de marine par John Harrison entre 1730 et 1761. Et ça aussi, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Galilée propose en 1617 de déterminer l'heure du jour, et donc la longitude, en observant les éclipses des lunes de Jupiter, c'est-à-dire lorsque l'une d'entre elles passe dans le cône d'ombre de sa planète. En effet, leur orbite étant régulière, il suffit de déterminer le midi lorsque le soleil est au plus haut, d'observer une éclipse durant la nuit et de noter l'heure depuis midi. On la compare à une table des horaires prévue à un lieu connu de référence, par exemple à Paris, Londres ou Madrid, pour déterminer le décalage horaire et donc la longitude. Si une éclipse est prévue à 3 h du matin à Paris et est observée à 22 h la veille, on a donc 5 heures de décalage. Donc nous sommes à 75 degrés à l'ouest de Paris et on s'approche des côtes américaines.
L'Espagne teste la méthode, mais elle n'est pas très pratique sur un bateau. Il faut être sûr d'avoir une bonne visibilité nocturne sur Jupiter, ce qui n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des nuages, elle peut être située sous l'horizon, ou bien au contraire dans un ciel de jour trop proche du Soleil. Il faut déterminer le bon satellite à observer parmi les 4 connus, et être sûr qu'une éclipse survienne, sachant que les périodes de ces satellites est comprises entre 2 jours et 2 semaines. Et en plus, quand le bateau tangue, c'est galère. Par contre, elle est parfaitement utilisable à terre, pour connaître la longitude de villes ou de lieux importants et permettre ainsi de dresser des cartes précises. Ainsi, en 1669, le contrôleur général des finances Colbert invite l'astronome savoisien Giovanni Domenico Cassini à venir en France pour fonder l'Observatoire Royal. Connu également sous le nom de Jean-Dominique Cassini et premier astronome de la dynastie Cassini qui pendant 4 générations dirigera l'Observatoire Royal de Paris, Giovanni Domenico était originaire du comté de Nice, dans le duché de Savoie, qui à l'époque n'appartenait pas encore à la France. Connu pour ses observations de Saturne et ses anneaux, Cassini est surtout un spécialiste des éclipses de lune jupitérienne, en ayant publié des tables prédictives. Il est alors mandaté pour mesurer la longitude de plusieurs villes du pays relativement à la capitale, où l'observatoire sert de référence pour le méridien de Paris. Il choisit d'observer Io, alors appelé Jupiter 1, le satellite galiléen le plus proche de Jupiter, et qui a l'avantage de faire son orbite en 42h30, permettant de faire des observations fréquentes et donc moins tributaires des conditions météorologiques. En gros, si le temps est couvert une nuit, il suffit d'attendre quelques jours pour avoir une autre opportunité. Autre avantage, son orbite est très proche du plan orbital de Jupiter par rapport au Soleil, ce qui permet, vu de la Terre, de pouvoir observer une éclipse de Io derrière Jupiter à chaque révolution, soit quand le satellite rentre dans l'ombre, ce qu'on appelle l'immersion, soit quand il en sort, ce qu'on appelle l'émergence. Il n'est pas possible d'observer à la fois l'immersion et l'émergence de Io lors d'une même éclipse, car Jupiter cache soit l'un, soit l'autre. Quand le Soleil, la Terre et Jupiter sont alignés, on ne peut observer ni l'un ni l'autre, juste le passage de Io derrière le disque. Et évidemment, quand Jupiter est proche du Soleil dans le ciel, rien n'est observable. Cela donne 4 mois propices aux immersions et 4 mois pour les émergences, auxquelles on enlève les périodes de mauvais temps, ou celles où Jupiter est sous l'horizon de l'observatoire. Cassini veut prendre des mesures dans les grands observatoires du passé. Après avoir hésité avec Alexandrie, l'Académie royale, sur décision du roi, décide d'envoyer Jean Picard à Uraniborg, au Danemark, lieu de l'observatoire de Tycho Brahe, afin de comparer les observations actuelles avec celles menées un siècle plus tôt par l'illustre astronome danois. Jean Picard est un excellent astronome, observateur plus que théoricien, qui commence à effectuer un grand travail de triangulation de la France sur l'ordre de Louis XIV. Lui et son collègue Lahire sont chargés de réaliser des mesures afin de dresser des cartes géographiques précises du royaume, et c'est lui qui convainc Colbert d'inviter Cassini. Il va également mesurer le méridien de Paris à Amiens avec une erreur inférieure à 130 mètres par degré, c'est-à-dire moins de 250 km pour la circonférence terrestre. Il proposera une mesure de longueur universelle, la toise, et effectuera de très nombreuses observations astronomiques. Bref, un astronome qui marque à son époque par son travail méticuleux et qui mériterait lui aussi une petite vidéo. Une fois arrivé à l'observatoire de Brahe au Danemark, Jean Picard y mesure le mouvement de l'étoile polaire en un siècle dû à la précession des équinoxes, la latitude exacte de l'observatoire et surtout, il enregistre l'heure des occultations de Io pour les comparer aux heures observées par Cassini resté à Paris. Par exemple, le 19 mai 1671, Picard observe la fin d'une éclipse à 21h 43 minutes et 54 secondes à Uraniborg, tandis que Cassini enregistre la fin de la même éclipse à 21h 1 minute et 44 secondes à Paris, une différence de 42 minutes et 10 secondes, soit une différence de longitude de 10 degrés 32 minutes et 30 secondes. Il rentre à Paris à la fin de l'année avec dans ses bagages ses mesures et un jeune astronome danois qui collaborera avec lui pendant 10 ans, Ole Christiansen Rømer. Né à Aarhus dans une famille bourgeoise, le jeune homme effectue ses études à l'université de Copenhague où il y apprend les mathématiques et l'astronomie et participe à la publication des travaux de son illustre compatriote Tycho Brahe, mort 70 ans plus tôt. Âgé de 27 ans, on lui propose le poste d'assistant de Picard à Uraniborg, où il s'illustre par son travail précis et méticuleux. Le Français l'invite à venir travailler avec lui à l'Observatoire Royal, et il accepte, intégrant dans la foulée l'Académie des Sciences. Rømer va également participer aux calculs mathématiques permettant l'élaboration du système de pompage de l'eau pour les jardins du château de Versailles, et rencontre Louis XIV, qui le nomme précepteur du jeune dauphin Louis de France pour tout ce qui a trait à l'astronomie.
Pour son jeune étudiant, il construit un planétarium et un éclipsarium, une machine permettant de calculer les éclipses de lune. Ce dernier ne régnera jamais, décédant à 49 ans, 4 ans avant son père. Durant son séjour en France, Rømer travaille également avec Cassini à l'observation des lunes de Jupiter, et il remarque un phénomène étrange. Certaines éclipses se produisent bien au moment prévu, mais d'autres ont lieu 10 minutes avant ou 10 minutes après. Le 22 août 1676, Cassini annonce à l'Académie royale qu'il doit modifier ses tables d'éclipses en raison d'écarts avec les prédictions. Parmi les raisons de ces écarts, il y a le fait que la Terre, Jupiter et ses satellites n'ont pas d'orbite circulaire mais légèrement elliptique. Mais ces corrections ne suffisent pas à justifier les écarts de quelques minutes observés régulièrement lorsque la Terre s'éloigne ou se rapproche de Jupiter. Cassini émet à contre-cœur l'hypothèse que ces différences pourraient être dues à une vitesse de la lumière finie. Sauf que Cassini n'est pas très emballé par l'idée. Finalement, Rømer présente directement ses travaux à l'Académie le 22 novembre de la même année, obtenus en compilant les données des observations de Picard, Cassini et des siennes. Son raisonnement est le suivant. Il suppose la Terre à un endroit précis de son orbite par rapport à Jupiter, et il y observe une émergence de Io. En suivant les lois de Kepler, il pense que la durée entre deux émergences est constante et est égale à 42 heures et demie, et il observe l'émergence suivante. Mais durant cette période de 42 heures et demie, la Terre s'est éloignée de Jupiter de 210 fois son diamètre. Si la lumière se déplace à la vitesse d'un diamètre terrestre par seconde, la lumière mettrait donc 210 secondes, soit 3 minutes et demie de plus, à parvenir jusqu'à nous, et on observerait l'émergence non pas 42h30 après, mais 42h33,5 minutes après. Bon, j'arrondis les valeurs et je néglige le déplacement de Jupiter sur son orbite pour simplifier. Il fait le même raisonnement pour les immersions. Cette fois, la Terre avançant vers Jupiter, on devrait avoir un temps plus court de 3 minutes et demie si on suppose la Terre à un endroit symétrique. Donc, entre deux positions symétriques, il y aurait une différence observationnelle de 7 minutes. Sauf que dans les faits, il ne perçoit aucune différence mesurable, et en déduit donc que la lumière se déplace beaucoup plus vite qu'un diamètre terrestre par seconde. Sauf que Rømer est malin et comprend que cet effet doit s'accumuler. En 1672, la première émergence observable est le 7 mars à 7h58 minutes et 25 secondes, puis le 14 mars à 9h52 minutes 30 secondes, 4 orbites de Io plus tard, ce qui donne une période orbitale moyenne de 42 heures, 28 minutes, 31 secondes, un quart. La dernière émergence observable a lieu le 29 avril à 10 heures, 30 minutes, 6 secondes, 30 orbites après l'émergence du 7 mars. Cela donne une période orbitale moyenne observée de 42 heures, 29 minutes et 3 secondes, soit une différence de 32 secondes de moyenne, mais qui implique un quart d'heure de différence entre l'heure prédite pour l'émergence du 29 avril et l'émergence effectivement observée. Il établit qu'entre août et novembre 1676, la lumière a mis 10 minutes de plus à parcourir la distance Terre-Jupiter. Il n'a alors plus qu'à conclure ce qu'il ne fait pas. Peut-être échaudé par l'accueil glacial de ses travaux par son supérieur Cassini et son mentor Picard, il ne donne pas de valeur à cette vitesse. C'est son ami Huygens qui se charge d'en donner une approximation. En triangulant la position de Jupiter dans le ciel, il établit la distance Terre-Jupiter en fonction de la distance Terre-Soleil, qui est mal connue à l'époque. Il l'estime entre 11 000 et 12 000 fois le diamètre terrestre, en réalité 12 500 environ, et estime que la lumière parcourt la distance Terre-Soleil en 11 minutes, soit 16 diamètres 2 tiers chaque seconde, ce qui rapporté à son estimation de ce diamètre donne 110 millions de toises, soit 220 000 km par seconde. En 1707, Fontenelle reprendra les travaux de Rømer pour aboutir à 215 000 km par seconde. Une erreur de 27% en utilisant des données approximatives et sans tenir compte du mouvement de Jupiter sur son orbite, ce n'est pas si mal pour une première tentative. Mais le grand résultat de Rømer aurait été d'avoir prouvé que la lumière avait une vitesse finie. Preuve qui a du mal à convaincre ses contemporains. Si Picard doute de ses résultats, Cassini lui est franchement hostile, au point qu'Huygens écrit directement à Colbert pour défendre la réputation du Danois. Le débat à l'Académie entre Cassini et Rømer tourne au débat philosophique. D'un côté, Rømer défend une solution mathématique simple à un problème pratique, alors que Cassini refuse l'idée d'une vitesse de la lumière finie. Il objecte que même avec la théorie de Rømer, il existe encore des décalages entre les prédictions et les observations.
En effet, il existe également une irrégularité due à la résonance gravitationnelle entre Io, Europa et Ganymède, d'autres satellites de Jupiter, ce qu'ignoraient les astronomes du XVIIe siècle. L'opposition de Cassini est telle que les corrections empiriques qu'il doit faire à ses tables de prédiction ignorent parfois volontairement les résultats de Rømer. C'est finalement par l'Angleterre, soutenue par Huygens, que l'idée de Rømer progresse. Hooke, Flamsteed et Halley confirment les observations depuis l'observatoire de Greenwich, et Newton adouble les travaux du Danois en corrigeant le temps de trajet Terre-Soleil de la lumière à 8 minutes au lieu de 11, même si le génie anglais n'aime pas trop le modèle d'orbite elliptique de Kepler sur lequel Rømer s'est basé. Finalement, l'observation du phénomène d'aberration optique par Bradley en 1725 confirmera la vitesse finie de la lumière aux alentours de 300 000 km par seconde. Ironie de l'histoire, en 1671, Cassini et Picard avaient tous deux indépendamment observé ce phénomène d'aberration optique, qui apparaît lorsque l'observateur se déplace relativement à une source lumineuse, sans pouvoir l'interpréter. Dans les années qui suivent, Rømer continue ses travaux, soutenus par Colbert et Picard, face à une relative opposition de Cassini. Mais en 1679, Louis XIV commence à grignoter les droits accordés aux protestants par l'édit de Nantes signé près d'un siècle auparavant, ce qui aboutira à sa révocation en 1685. Inquiet car lui-même protestant, Rømer part quelque temps en mission en Angleterre où il rencontre Newton, Flamsteed et Halley, puis rentre au Danemark en 1681, auréolé d'une très grande réputation. À partir de 1683, il met en place un système national des poids et mesures en se basant sur des constantes astronomiques, dont le mile danois, et convainc le roi de passer au calendrier grégorien un siècle après l'échec de Brahe. Rømer met également au point une des premières échelles des températures qui porte son nom, l'échelle de Rømer, et qui inspirera fortement Fahrenheit. En 1703, l'astronome prend la tête de la police de Copenhague et met en place de nombreuses mesures de salubrité publique, comme l'éclairage des rues, la mise en place d'un véritable département des pompiers, et la lutte contre la prostitution, le vol et la mendicité. Il meurt en 1710 et est enterré avec les honneurs à la cathédrale de Copenhague. Une grande partie de ses carnets d'observation disparurent lors du grand incendie de Copenhague en 1728. Mais grâce à ses travaux, Rømer contribua à établir la première valeur d'une constante fondamentale. En se fiant à la méthode scientifique, liant observation, hypothèse et prédiction vérifiées, plutôt qu'à une confiance aveugle dans ses a priori, il apporta une preuve solide que la vitesse de la lumière était finie, et donna une méthode pour la calculer, malgré les approximations dues au manque de connaissances de son époque. Une brique importante dans notre construction d'un modèle fiable pour comprendre l'univers. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que je serai sur Twitch le soir de la diffusion de cette vidéo le mardi à partir de 21h si vous souhaitez en discuter et discuter de la science et de son histoire en général. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, mettre la cloche et me soutenir si vous le souhaitez via Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Et je vous laisse avec cette citation d'Henri Poincaré. L'astronomie ne nous a pas appris seulement qu'il y a des lois, mais que ces lois sont inéluctables, qu'on ne transige pas avec elles. Elle nous a appris que ces lois sont infiniment précises.